Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul des dérivées des fonctions les plus usuelles. Alors, la dérivée en un point A d'une fonction f, si elle existe, si cette dérivée existe, c'est la limite quand x tend vers a du taux d'accroissement. Alors, voyons une première fonction vraiment classique, c'est f de x égale x puissance n pour n entier. Quelle est sa dérivée? Donc, pour cela, il faut calculer f de x moins f de a sur x moins a. Commençons par regarder f de x moins f de a, c'est-à-dire xn moins an. Ici, a est fixe et x c'est notre variable. Bon, on voit que si x est égal à a, cette quantité-là, elle vaut 0. Et donc, on va pouvoir factoriser par x moins a. Alors, comment peut-on factoriser par x moins a? Eh bien, par quoi faut-il multiplier x pour obtenir x puissance n? Par x puissance n-1. Ce qu'il se passe, c'est que quand je multiplie x par x puissance n-1, j'obtiens un x puissance n, mais j'obtiens aussi un moins a x puissance n-1. Or, ce a x puissance n-1, je ne l'ai pas. Donc, il faut le retirer. Et par quoi faut-il multiplier x pour obtenir a fois x puissance n-1? Eh bien oui, il faut multiplier x par a fois x puissance n-2. Donc, on va rajouter a x puissance n-2. Mais lorsque je fais ça, je rajoute un nouveau terme qui est moins a carré xn-2. Et je n'en veux pas parce qu'il n'est pas là, ce terme-là. Ce axn-2 fois a, ça fait du a2, ça fait moins a2 xn-2, je n'en veux pas. Et pour le supprimer, je vais multiplier ce x par a2 xn-3. Bien, vous voyez, à chaque fois que je rajoute un terme, j'en supprime un. Et donc, je peux aller comme ça jusqu'à obtenir ici, donc, 3 petits points. Et donc, je vais arriver à du an-2 x. Vous voyez que à chaque fois, la somme de la puissance de a et de la puissance de x, ça fait n-2. Plus 1, donc ça fait n-1, n-1, ici 2 plus n-3. À chaque fois que je rajoute un terme, une unité dans la puissance de a, je l'enlève de la puissance de x. Et donc à la fin, j'obtiens bien du an-2x. Quand je vais multiplier ça par a, ça me crée un moins a puissance n-1 fois x, et que je veux supprimer, donc je vais multiplier ici par a n-1. Et ce an-1, ici, quand il va multiplier le x, il supprime le terme négatif qu'il y avait ici. Et lorsque je vais multiplier moins a par an-1, ça va me faire moins a à la puissance n. Ah, mais ce terme-là, c'est parfait, c'est bien celui-là. Et donc ici, lorsque j'écris ce produit-là, tous les termes vont s'éliminer 2 à 2, sauf le premier, x puissance n, et le dernier, moins a puissance n. Du coup, si je regarde f de x moins f de a sur x moins a, je vais pouvoir simplifier par x moins a, et ça nous donne x n-1 plus a x n-2, etc., plus an-2x plus an-1. Et il faut que je fasse tendre x vers a. Alors ça, vous voyez, ça tend vers a. Ça, vers a puissance n-1, je veux dire. Ça tend vers a à la puissance n-1, etc. Ça tend vers a à la puissance n-1. Et ça tend vers a à la puissance n-1. Finalement, tous les termes tendent vers a puissance n-1. Et combien y a-t-il de termes? Alors ici, ça va de a à la puissance 0 jusqu'à a à la puissance n-1. Et donc, il y a exactement n termes. Et donc, la somme de tout ça, c'est égal à n a puissance n-1. Et j'ai bien démontré que la dérivée de f de x égale x puissance n, c'est f' de x égale n x puissance n-1. Bien, cette factorisation ici, elle fonctionne bien lorsque n est entier. Mais si n n'était pas entier, par exemple, si vous prenez la racine carrée, est-ce que vous pourriez calculer la dérivée de la fonction racine carrée? Oui, alors je peux calculer le taux d'accroissement en a, c'est racine de x moins racine de a sur x moins a. Et pour la racine carrée, eh bien,
je vais penser à la quantité conjuguée. Hein. C'est-à-dire je vais utiliser le fait que U2 moins V2, c'est égal à U moins V fois U plus V pour faire apparaître racine de x au carré moins a au carré. Donc je vais multiplier cette fraction par racine de x moins racine de a fois racine de x plus racine de a. Donc je multiplie par racine de x plus racine de a. Et bien sûr, puisque je multiplie par ça, il faut aussi que je divise par ça. Et donc ici, hein, j'ai du u moins v fois u plus v qui est égal à u2 moins v2. Et donc c'est égal à x moins a. Donc finalement, c'est égal à x moins a sur x moins a fois 1 sur racine de x plus racine de a. Donc ici, ça simplifie et donc il reste 1 sur racine de x plus racine de a. Et on veut faire tendre x vers a, il me faut la limite de cette chose-là lorsque x tend vers a. Alors il y a deux cas. Premier cas, a égale 0. Et à ce moment-là, la limite ici, ça vaut 0. Et quand x tend vers 0, racine de x tend vers 0 plus, et 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. Et donc la limite de f de x moins f de a sur x moins 0 quand x tend vers 0, x positif, c'est égal à plus l'infini. Et donc la fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable au point 0. Et le deuxième cas, c'est lorsque a est strictement positif. Et à ce moment-là, eh bien, cette quantité-là, elle tend vers 1 sur 2 racines de a lorsque x tend vers a. Et donc, f' de x, f' de a, c'est égal à 1 sur 2 racines de a. Bien, ensuite, nous connaissons certaines limites qui sont en fait des limites de taux d'accroissement. Par exemple, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x, et la limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x sur x. Ces trois limites classiques que nous avons déjà vues sont en fait des limites de taux d'accroissement qui nous donnent certaines dérivées. En effet, alors par exemple, le premier, c'est la limite de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0 qui tend vers 1. Et donc, on en déduit que la dérivée de sinus au point 0 est égale à 1. Donc, sinus prime au point 0 est égal à 1. Pour le deuxième, eh bien c'est pareil, puisque en fait, c'est exponentielle x moins exponentielle de 0 sur x moins 0. C'est le taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0, qui tend vers 1. Et donc, exponentielle prime au point 0 est égal à 1. Et puis pour le troisième, eh bien en fait c'est encore la même chose, c'est log de 1 plus x moins log de 1, on pourrait l'écrire x1 plus x moins 1. D'accord? Et donc ça tend vers 1, et donc la dérivée de log au point 1, c'est égal à 1. Bien. Alors ensuite, eh bien, on a donc les dérivées juste en 0 et en 1. Eh bien, à l'aide de propriétés des fonctions sinus, exponentielle et log, on peut déplacer, décaler cette dérivée que l'on a en 0 ou en 1 en un autre point. Voyons ça. Pour la fonction exponentielle, par exemple, exponentielle x moins exponentielle a, nous pouvons mettre exponentielle a en facteur. Maintenant, on a une nouvelle variable, on peut faire un changement de variable, ou composé, x moins a ici tend vers 0, et lorsque x moins a tend vers 0, exponentielle u moins 1 sur u, c'est cette limite-là, elle tend vers 1. Donc cette quantité-là, elle tend vers 1 lorsque x tend vers a. Et donc, la dérivée de exponentielle au point a, c'est égal à exponentielle a. De même pour le log, log de x moins log de a sur x moins a, c'est égal à log de x sur a sur x moins a. Et ça, c'est égal à log de 1 plus x moins a sur a moins log de 1 sur donc x moins a sur a, et puis fois a, donc fois 1 sur a. Cette limite-là, eh bien,
cette limite-là. Hein. Quand x tend vers a, ça vous fait du log de 1 plus u sur u avec u qui tend vers 0. Donc cette limite, elle tend vers 1 fois 1 sur a, ça tend vers 1 sur a. Et donc la log, le dérivé du log en a, c'est égal à 1 sur a. Attention, il ne faut pas non plus se mentir. Ça dépend beaucoup de la manière dont on a défini exponentielle et logarithme. Parfois, on définit l'exponentielle comme la solution de f' égale f et f de 0 égale 1. Si on le définit comme ceci, il n'y a plus rien à démontrer, puisque f' égale f, c'est la définition même de l'exponentielle. C'est un petit peu pareil pour le logarithme. Donc ici, on démontre un résultat, mais en fait, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction exponentielle? Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction logarithme? Ça dépend beaucoup de la manière dont on a défini ces fonctions. En revanche, pour la fonction sinus, on a une définition géométrique en quelque sorte, et on peut donc dire des choses. Si l'on veut étudier la dérivée de sinus en un point A, on va regarder donc sinus x moins sinus a sur x moins a. Et on va utiliser cette formule de trigonométrie qui donne le sinus d'une somme. Sinus u plus v, c'est égal à sinus u cosinus v plus sinus v cosinus u. Et donc ici, on va faire apparaître le a qui est là. Sinus a plus x moins a moins sinus a sur x moins a. C'est naturel de faire intervenir ceci puisque x moins a, il va tendre vers 0 lorsque x va tendre vers a. Et ce que l'on sait, la formule que l'on connaît, hein, c'est sinus x sur x avec x petit. Et donc, ici je vais développer, ça me donne sinus a cosinus x moins a plus cosinus a sinus x moins a moins sinus a, le tout sur x moins a. Alors, eh bien, je vais mettre sinus a en facteur, ça nous donne sinus a facteur de cosinus x moins a moins 1 sur x moins a, et puis plus cosinus a sinus x moins a sur x moins a. Bien. Et il nous faut faire tendre x vers a. Donc quand x tend vers a, x moins a tend vers 0. Et donc on a du sinus u sur u. Ça tend vers 1. Ça tend vers cosinus a. Donc cette partie-là, elle tend vers cosinus a. Et puis cette partie-là, sinus a, c'est une constante. Et donc il faut regarder vers quoi tend cosinus x moins a moins 1 sur x moins a. Donc cosinus u moins 1 sur u. Eh bien, on peut par exemple utiliser le fait que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Hein? Du coup, ici on peut faire apparaître du cosinus carré u moins 1. Hein? Ça, c'est égal à cos u moins 1 sur u fois cos u plus 1. Hein? Une sorte de quantité conjuguée pour la fonction cosinus. Ça fait cosinus u moins 1 fois cosinus u plus 1. Ce qui fait cos carré u moins 1, ce qui fait moins sinus carré u. Donc on obtient, c'est égal à moins sinus carré u sur u fois cosinus u plus 1. Et donc c'est égal à moins sinus u sur u fois sinus u fois 1 sur cosinus u plus 1. Donc ça, sinus u sur u, il tend vers 1. Sinus u tend vers 0. 1 sur cos u plus 1, il tend vers 1 demi. Tout ça, ça tend vers 0 lorsque u tend vers 0. Et donc, ce terme-là, cos x moins a moins 1 sur x moins a, il tend vers 0. Et donc, finalement, la dérivée de sinus en a, c'est égal à cosinus a. Donc la conclusion de tout ça, c'est que sinus prime de a, c'est égal à cosinus a. Et pour la fonction cosinus, vous allez pouvoir utiliser la formule cosinus u plus v égale cos u cos v moins sinus u sinus v.
Alors je calcule le taux d'accroissement de la fonction cosinus en a, ça me donne cos x moins cos a sur x moins a. Je vais faire apparaître x moins a, donc je vais l'écrire cosinus a plus x moins a moins cosinus a sur x moins a. Et puis je vais utiliser ma formule du cosinus d'une somme, hein. C'est égal à cosinus a cosinus x moins a moins sinus a sinus x moins a moins cosinus a, le tout sur x moins a. Alors, bien on a cosinus a, facteur de cosinus x moins a, moins 1 sur x moins a. Ça, on vient de voir, lorsqu'on a étudié la fonction sinus, que ça tendait vers 0 lorsque x tendait vers a. Et puis, l'autre terme, hein, ça va être moins sinus a, sinus x moins a, sur x moins a. C'est la limite qu'on a ici, hein. Ça tend vers 1 lorsque x tend vers a. Et donc finalement, la limite totale, ça va être moins sinus a. Et donc la dérivée de la fonction cosinus en a, ça va être moins sinus a. En fait, vous voyez que pour les fonctions sinus et cosinus, on a un petit peu fait comme pour la fonction exponentielle. On s'est ramené à la limite connue sinus x sur x. Hein. On a déplacé le problème en se ramenant en 0. Eh bien voilà, pour les fonctions classiques, vous connaissez leur dérivée.